On va passer la parole à notre dernier orateur qui va nous donner un peu de côté pratique et en tant qu'infirmier nous dire comment on va pouvoir s'organiser pour répondre à la demande des gens peut-être de ne pas venir tout le temps à l'hôpital. Oui, ben merci beaucoup à vous tous. Merci Cynthia. Effectivement, ça me permet moi de rebondir et effectivement d'être au maximum dans du côté pratique. En fait, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, hop, voilà, je suis là. Donc, alors en fait, déjà pour tout vous dire, on le sait très bien, mais les infirmiers ont toujours été assez mobilisés en fait avec les autres acteurs du soin et des personnes associatives pour accompagner les innovations thérapeutiques et les personnes qui effectivement vivent avec le VIH pour que ça se passe le mieux possible. On travaille évidemment, comme vous le savez tous, sur prescription médicale pour tout ce qui est bilan de suivi, les surveillances des soins en ambulatoire et en hospitalisation. Et il y avait le cas particulier du Fuséon qu'on utilise un peu moins maintenant, mais qui a fait vraiment partie des traitements qui étaient particulièrement surveillés au début des années 2000. Ensuite, il y a aussi le rôle des infirmiers qui est donc du rôle propre. Et c'est dans ce domaine qu'on s'est beaucoup mobilisé depuis de nombreuses années pour faire développer les consultations dites au départ d'observance thérapeutique qui sont devenues, et c'est beaucoup plus juste, les consultations d'éducation thérapeutique aux patients. Et puis effectivement, le centre de notre prise en charge, c'est l'accompagnement et la relation d'aide. Donc alors effectivement le rôle face à notre rôle aux infirmiers face aux innovations thérapeutiques, il est en fait sur deux pôles. Là on va le voir. Donc effectivement continuer, et Romain en a parlé au tout début, accompagner les allègements thérapeutiques, parce qu'effectivement passer de traitements quotidiens à des traitements qui sont en 4 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi gérer et être attentif à ce que les traitements soient pris correctement. Et puis on parle aujourd'hui effectivement de ces fameuses nouvelles voies d'administration qui sont des formes intramusculaires, c'est celles qui vont être présentées aujourd'hui. Retard, libération prolongée en fait, voilà. Donc face à cette innovation, il y a donc deux produits qui arrivent là, je vais pouvoir vous les présenter, je les ai avec moi, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Voilà, donc c'est vraiment les présentations qui seront en fait commercialisées. C'est la forme, c'est la taille de la boîte. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc en fait, c'est une collaboration. Là, ma diapo est incomplète. C'est une collaboration entre le laboratoire Vive Healthcare et le laboratoire Janssen. Donc le Vocabria pour le laboratoire Vive et le Recambis pour le laboratoire Janssen. Donc en fait, je ne vais pas revenir moi sur les différentes classes thérapeutiques. Romain en a parlé tout à l'heure. Donc ces deux spécialités vont être injectées en fait simultanément. Il existe donc le Vocabria existe sous forme intramusculaire et en forme Péros avec le même nom. En revanche, le Recambis, lui en fait apporte un nom différent par voie orale, s'appelle l'Édurant. Voilà. La présentation, donc du coup je vais vous montrer, ça représente à peu près la même chose. Ils sont en fait composés de cette manière-là. Je ne sais pas si on voit bien là, vous me dites, je le retour, c'est bon pour vous? Ça se passe bien, voilà. Donc en fait en gros, un kit avec une solution qui va être injectée, qui est déjà préparée. Ce qu'on appelle nous un set de transfert qui permet effectivement de faire passer le liquide dans la seringue sans manipuler trop d'aiguilles, et puis une aiguille pour injecter directement. Donc là les deux coffrets sont identiques, ce sont évidemment pas les mêmes produits, et ils sont identiques. Donc là, ces coffrets sont complets. Il n'y a pas en revanche de matériel destiné à l'asepsie, donc à l'injection si vous voulez. La différence quand même majeure, c'est qu'un des deux médicaments, donc le Recambis, lui se conserve au réfrigérateur entre plus 2 et plus 8 degrés. Et il faut sortir le produit en fait à peu près un quart d'heure avant l'injection, et il peut se conserver maximum 6 heures en dehors du réfrigérateur. Il a même été dit effectivement que ces les deux spécialités peuvent se conserver dans la seringue maximum 2 heures après la préparation. Par contre, ce qui est complètement contre-indiqué, c'est de mélanger les deux produits dans la même seringue. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y a une mise en œuvre qui est un peu particulière. Donc en fait, en gros, pour faire bref, il y a donc différents schémas, on va dire,
d'injection, enfin d'instauration des traitements. Alors il y avait une phase d'instauration orale qui est devenue optionnelle, hein, qui a effectivement été conseillée au départ, c'est plus le cas. C'était la fameuse donc bithérapie, donc les deux molécules associées pendant un mois sous forme de comprimé. Ce qui est plus le cas maintenant, ça peut être, ça vous voyez directement avec votre médecin, savoir si vous pouvez effectivement avoir les injections tout de suite. Donc en fait, les injections arrivent donc un mois après la phase orale, ou alors directement d'emblée avec une séquence donc de deux séquences d'injection à un mois d'intervalle. Donc c'est ce qu'on appelle la phase d'initiation. Et ensuite, il y a une séquence d'injection tous les 2 mois, hein, qui vont prendre le relais. En pratique, ces traitements sont soumis à la prescription initiale hospitalière, et donc et en plus par rapport à ce qui peut poser question, et c'est vrai que c'était les sujets qui étaient abordés avec Cynthia, c'est qu'effectivement les 3 premières séquences d'injection doivent être réalisées en milieu hospitalier. Donc ça correspond en fait aux deux séquences d'initiation plus la première séquence d'entretien. Pourquoi je parle de séquence d'injection, c'est parce qu'à chaque fois vous avez donc 2 injections, une injection dans chaque fesse pour chaque produit en fait en gros, et ça se fait donc en intramusculaire. Il est conseillé en fait pour être sûr de ne pas oublier effectivement à quel moment faire ces injections, qu'on fixe en fait un jour dans le mois auquel en fait vous allez pouvoir vous mémoriser en fait que vous avez fait par exemple l'injection le 14 du mois. Donc c'est pour ça qu'on évite justement les injections plutôt faites en fin de mois, 29, 30, 31, parce qu'effectivement le mois de février peut coincer dans ce cas-là. Il y a une fenêtre de ce qu'on dit flexibilité en fait de plus ou moins 7 jours, ce qui permet effectivement de pouvoir s'il y avait un problème de rendez-vous manqué ou de départ en vacances, etc., de pouvoir quand même décaler un petit peu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on va en reparler tout à l'heure, donc dans vos questions, il y aura peut-être ça, mais il y a une possibilité de prendre le relais PEROS. C'est-à-dire, comme j'expliquais, il y avait la phase d'initiation qui était possible avec les comprimés. Et bien, ça peut être aussi pris, par exemple, si les personnes partent par exemple, plusieurs mois à l'étranger et qui n'ont pas la possibilité de revenir pour l'injection, eh bien, ils pourront avoir aussi les comprimés qui pourront prendre le relais et ensuite, une fois rentrés en France, pouvoir refaire les injections classiquement. À noter qu'il y a donc d'emblée un double circuit par contre d'approvisionnement entre l'officine de ville et l'hôpital. En termes d'effets secondaires, alors moi je vais plutôt parler effectivement de ce qui vous intéresse vous en pratique, hein. Il y a effectivement c'est assez décrit, des douleurs au moment de l'injection. Alors surtout avec le Récambis, donc le fameux médicament qui se conserve au réfrigérateur. C'est pour ça qu'il faut donc le sortir au moins un quart d'heure avant et puis le quitte un peu à le réchauffer dans les mains pour être sûr qu'il soit pas froid. Il y a souvent des réactions locales qui sont décrites aussi, hein. C'est ce qu'on appelle des nodules. Donc c'est des nodules, c'est un peu des petites boules qui vont apparaître au point d'injection, avec une douleur, un peu d'inflammation. Ça dure généralement autour de 3 jours, les 3 jours qui suivent l'injection. Mais attention, par contre, on peut pas utiliser justement pour ces injections-là, justement d'anesthésiques locaux qui pourraient peut-être réduire effectivement la douleur. C'est vraiment contre-indiqué complètement. Et comme je l'expliquais, on peut pas mélanger en plus les produits avec, ces 2 médicaments avec d'autres produits. Donc, il est conseillé de garder en fait sous surveillance les personnes à peu près un quart d'heure après leur injection, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème d'effet délétère à la suite de l'injection. Et puis, comme tout médicament injectable en intramusculaire, en tous les cas, on est tout le temps vigilant sur le fait qu'il y ait des troubles de la coagulation qui sont connus, hein, ou alors des personnes qui sont sous anticoagulants. Donc ça, il y a un avis médical évidemment qui pourra décider de la possibilité d'avoir ce traitement. Voilà. Autrement, en termes de bon usage en fait et de précaution, il est quand même de bon augure, et ça on le fera au moment justement de nos entretiens d'observance, d'expliquer un petit peu. Je vais expliquer effectivement les possibilités des 7 jours en fait de liberté qui permettaient effectivement de pouvoir avoir le traitement entre plus ou moins 7 jours autour de la date d'injection prévue. Il y a aussi des schémas de sauvetage, hein, si on a effectivement loupé l'injection, et ça on pourra en parler tout à l'heure si vous avez des questions là-dessus.
Il faut effectivement. On sait très bien que ça va simplifier les choses, le fait d'avoir effectivement des traitements tous les 2 mois in fine. Bon, mais par contre, il faut effectivement être assez rigoureux sur le fait d'avoir ces injections, de prendre ces rendez-vous. Et donc la vigilance est de mise, et y compris de notre côté, hein, nous en tant que soignants, de s'assurer que lorsque les gens ne viennent pas au rendez-vous, eh bien qu'on vous rappelle pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Il faut effectivement que les personnes qui sont sous traitement injectable sachent qu'il y a une forme orale de secours. C'est à mon avis indispensable, hein, pour qu'ils puissent effectivement, alors pas forcément avoir l'ordonnance avec eux, etc., et avoir le traitement sur eux, mais en tout cas savoir que ça existe, que c'est pas non plus un stress inutile. Et puis autrement, il faut effectivement, alors ça on va sûrement en parler après, la mise en œuvre facilitante, hein, pour vous, hein, patients, sachant qu'effectivement il faut que parce que la question qui est majeure, c'est de dire, une fois que les traitements sont injectés à l'hôpital pendant les 3 premières injections, pardon, eh bien effectivement il faudra quand même qu'on facilite un peu les choses en ville, hein, donc voir comment on peut développer des réseaux de formation, d'information auprès des infirmiers libéraux, et puis écoutez, sur les dispositifs un peu plus spécialisés comme nous au 190, je sais qu'on est disponible et on le proposera. Et puis effectivement, pour surveiller les injections, il faut avoir un endroit où les gens puissent se reposer. Voilà, écoutez, je crois que j'ai terminé avec ces questions pratiques. Je peux répondre à vos questions si vous en avez besoin.